Bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler de l'ischémie mésentérique, qui est un des types d'ischémie digestive. On va voir qu'il y a beaucoup de confusion en fait dans tous les syndromes ischémiques qui concernent l'appareil digestif. Il y a de l'ischémie mésentérique, il y a de l'ischémie colique. La distinction entre les deux n'est pas toujours évidente pour tout le monde, notamment pour les internes, mais pas que. Il y a aussi des territoires de l'ischémie cœliaque. Moi, je vais vous parler spécifiquement donc, de l'ischémie de l'intestin grêle. C'est l'ischémie mésentérique aiguë. On a beaucoup de retard dans cette maladie. On a essayé donc, sur Bichat-Beaujon de créer une filière de soins dédiés, un programme de soins dédiés qui s'appelle Survie, qui est un acronyme pour structure d'urgence vasculaire intestinale, pour créer un parcours optimisé des patients qui sont atteints de cette maladie qui est encore sous-diagnostiquée et très mal pris en charge dans la très grande majorité du territoire. Donc l'ischémie mésentérique, c'est une hypoperfusion de l'intestin grêle qui associe une souffrance hypoxique et surtout l'absence de diagnostic différentiel. C'est notamment à ça que nous sert le scanner, à trouver une lésion artérielle, une souffrance du grêle et aussi éliminer une autre cause. Une petite aparté sur le côlon droit, et je pense que c'est source de beaucoup de confusion entre les deux maladies, l'ischémie colique et l'ischémie mésentérique. C'est-à-dire que c'est un territoire qui est probablement partagé, commun entre ces deux maladies. Nous, on considère que lorsqu'il y a une atteinte isolée du côlon droit, donc une colite ischémique ou une ischémie colique, on considère que c'est une ischémie mésentérique jusqu'à preuve du contraire. Il y a deux grands types de mécanismes, soit un mécanisme occlusif, donc là on va avoir une atteinte d'un vaisseau, dans la grande majorité des cas c'est l'artère mésentérique supérieure, ça peut être aussi la veine, et puis il y a les ischémies dites non occlusives, c'est ce qu'on appelle plus communément l'ischémie de réanimation. Donc là on n'est pas dans l'ischémie maladie, mais plutôt dans l'ischémie complication d'un état de choc. Donc je crois que l'intitulé de la session s'appelait nouveauté dans l'ischémie digestive. Alors, pour l'ischémie occlusive, il y a des nouveautés. Pour l'ischémie non occlusive, il n'y a absolument aucune nouveauté et c'est toujours quelque chose qu'on ne sait pas toujours très bien diagnostiquer et pas très bien traiter. Au début, on disait que c'était quelque chose d'assez rare, l'ischémie mésentérique. En fait, quand on a ouvert la filière Survie, on se rend compte qu'en fait, on a énormément de malades, de plus en plus chaque jour, c'est plusieurs appels par jour, et globalement sur Survie, on traite un patient toutes les 72 heures. Alors c'est pas du tout l'incidence de l'AVC ou de l'infarctus du myocarde, mais ça reste quand même une incidence assez élevée. Pour l'AVC et l'infarctus du myocarde, on a des filières de soins dédiées, on a des USIC, on a des USI-NV, c'est une maladie qu'on connaît bien, qu'on sait bien traiter, mais pour l'ischémie mésentérique, il y a quand même un grand vide. Alors la physiopathologie, je ne vais pas revenir dessus, mais occlusion vasculaire, une première phase d'ischémie qui est réversible, ça conduit à la nécrose. La nécrose, c'est irréversible, il faut réséquer, et si ce n'est pas traité, ça conduit au décès dans la grande majorité des cas. Donc, ça, c'est un peu notre imaginaire de l'ischémie mésentérique, c'est-à-dire qu'on ouvre le malade, il y a du grêle tout noir, là, il y a une espèce d'ambiance mortifère dans la salle qui s'installe, le patient va mourir, tout le monde baisse les bras, on laisse le truc un peu filer, et les patients meurent effectivement s'ils ne sont pas traités. Alors là, si on décide de ne réséquer si on décide de ne que faire la résection, entre guillemets, de l'intestin nécrosé, ça ne va pas suffire parce qu'en fait, c'est un syndrome ischémique et donc il faut revasculariser. Donc il faut placer au centre de la prise en charge la revascularisation. Ça, c'est un intestin qui n'a pas l'air ischémique. Donc en fait, nous, avec nos yeux de chirurgien, tout ce qu'on voit, c'est la séreuse. Or, comme l'a dit Christophe, c'est une maladie qui évolue du dedans en dehors. Donc le processus ischémique, il va commencer en dedans. Et ce qu'on voit avec nos yeux de chirurgien, c'est finalement le dernier stade de la maladie, donc seulement lorsqu'il y a de la nécrose transmurale. Donc c'est pas parce qu'on ouvre le ventre et que le grêle nous apparaît rose qu'il n'est pas ischémique, qu'il ne faut pas le revasculariser. Le plus souvent, on a des zones un peu d'entre-deux comme ça.
Donc finalement, initialement, on avait un peu cet imaginaire de, voilà, c'est de la chirurgie ouverte, les patients vont mourir. Effectivement, dans les grandes séries, il y a plus de 70% de mortalité. Mais maintenant, l'ischémie mésentérique, ça peut aussi être ça, c'est-à-dire un patient dont on n'ouvre pas le ventre, qu'on vascularise, au même titre qu'on vascularise les coronaires ou les vaisseaux intracrâniens dans l'AVC, et qui ne va pas avoir de résection intestinale s'il est pris à temps et s'il est pris à la phase d'ischémie réversible. Il y a un seul examen à faire, il n'y en a pas 10. L'écho, la rectosigmoïdoscopie, ça n'a pas d'intérêt dans l'ischémie mésentérique. Le seul examen qui peut à la fois évaluer les vaisseaux intestinaux et l'intestin grêle, c'est l'angioscanner. Et cet angioscanner, il faut faire des phases non injectées, mais il faut l'injecter dans 100% des cas, même si le patient a une insuffisance rénale. J'ai envie de dire, d'autant plus si le patient a une insuffisance rénale. Le lactate, pas pour le diagnostic, pas pour le diagnostic, pas pour le diagnostic. Et ça, on s'est penché dessus beaucoup, il y a eu des travaux, on a publié là-dessus. Ça ne sert à rien pour le diagnostic. En revanche, ça nous semble être un critère pronostic, et donc ce qui justifie qu'on le dose quand même dans 100% des cas. Il y a deux facteurs effectivement qui retardent le diagnostic lorsque les patients se présentent aux urgences. S'ils ont un lactate normal, dans notre esprit, dans l'esprit du corps médical, c'est pas une ischémie. Donc ça, c'est à oublier, c'est complètement faux. Et puis généralement, si le scan n'est pas injecté, on va pas aussi passer à côté du diagnostic. Donc la structure Survie, elle a ouvert ses portes officiellement en 2016, donc ça fait maintenant 6 ans, avec 8 lits de gastro-entérologie dédiés à l'ischémie mésentérique, c'est-à-dire que c'est des gastro-entérologues qui ne font que ça. Ils ne font pas de Mickey, etc. Ils font que de l'ischémie mésentérique. C'est 8 lits sur l'hôpital Beaujon. Et c'est une maladie qui nécessite l'intervention de plusieurs spécialités. C'est ce qui fait aussi, en dehors d'un diagnostic compliqué, des retards diagnostiques, etc., le traitement va nécessiter la coopération de plusieurs acteurs. C'est ce qui fait qu'on va avoir des difficultés, parce qu'on a du mal à travailler ensemble. Surtout lorsqu'il n'y a pas une structure qui nous contient. Donc cette structure, elle est multidisciplinaire. Elle a le défaut d'être sur 2 sites, sur 2 hôpitaux, Bichat, Beaujon. Et elle doit réunir tous ces acteurs, donc des chirurgiens vasculaires digestifs, des gastro-entérologues qui sont pour nous les coordinateurs du programme, des radiologues, diagnostiques et interventionnels, et puis surtout des anesthésistes réanimateurs. Donc nous, on a décidé de fonctionner avec un groupe WhatsApp, avec des informations pas très bien protégées, mais ça permet de mettre tout le monde au courant. Il y a plus de 50 personnes sur ce groupe, et donc dès qu'il y a un avis qui est posté, avec toutes les limites que ça peut avoir, mais au moins on essaye de mettre au courant le plus de monde possible. Voilà, il y a ce genre de message qui apparaît sur le groupe, et au moins tout le monde est au courant dès le début, quoi. Donc la prise en charge, elle consiste en 3 choses. Il faut, une fois que le processus ischémique est lancé, on va essayer de le contenir avec un protocole médical qui est empirique, qui est en phase d'évaluation, mais qui reste un protocole empirique, j'y reviendrai ensuite. Ensuite, on va essayer de sauver le plus d'intestins possible, et pour ça, il faut revasculariser. Et puis enfin, pour sauver le malade, il va falloir réséquer au plus vite les segments d'intestin nécrosés, puisque même 1 cm² d'intestin nécrosé laissé dans le ventre va conduire au décès. Et pour ça, il va falloir convoquer une situation d'urgence pour des malades qui ne sont pas encore défaillants, et c'est ça le plus dur, c'est-à-dire qu'un malade en ischémie mésentérique qui arrive en défaillance hémodynamique, il va mourir, enfin dans la très très grande majorité des cas. Donc en fait, il faut prendre en charge ces malades quand ils ne sont pas encore en état de choc, et en fait dans l'ischémie mésentérique, ils arrivent en état de choc très très tard, et on peut avoir des malades en pannécrose intestinale qui n'ont aucune défaillance. Donc voilà, c'est convoquer une situation d'urgence pour un malade qui finalement reste adéfaillant, et c'est le plus compliqué. Malgré tout, depuis plus de 5 ans, enfin ça fait plus de 10 ans que les gastro-entérologues de Beaujon s'intéressent au sujet, on a réussi à
a quand même changé le pronostic de la maladie, puisque dans les séries historiques, c'est 50-70% de mortalité, et que pour l'instant, on a une survie de 70%, et qu'avec cette prise en charge, on peut éviter la résection intestinale dans plus de la moitié des cas. Donc le traitement médical, c'est celui-ci. Il n'a pas beaucoup changé depuis quelques années, et il peut être débattu, il peut être controversé, mais il a tout de même le mérite d'exister. C'est-à-dire qu'on met les malades à jeun, on leur met une sonde gastrique, on leur met des antibiotiques, et notamment des antibiotiques oraux par la sonde gastrique, de l'agenta et du métronidazole. On les anticoagule efficacement avec de l'héparine à la seringue, et on met un antiagrégant et des IPP. Pourquoi on met des antibiotiques? Parce que le processus ischémique va toucher la barrière épithéliale et il va y avoir une translocation bactérienne hyper importante, ce qui fait de l'intestin en fait un foyer septique majeur. Et c'est ce qui diffère un peu en termes de syndrome ischémique, l'ischémie mésentérique des autres syndromes ischémiques, c'est qu'il y a un CIRS très très important. Pourquoi on met des antibiotiques oraux? On a démontré qu'il y avait probablement une amélioration, enfin en tout cas une protection intestinale, que ça nous permet peut-être de limiter l'évolution vers la nécrose en mettant ces antibiotiques dans la sonde gastrique. Ça a été prouvé, démontré dans une étude à faible niveau de preuve, c'est-à-dire une étude rétrospective. Mais on vient d'obtenir un PHRC pour un essai randomisé contrôlé pour évaluer donc l'intérêt des antibiotiques oraux dans l'ischémie mésentérique. Qu'est-ce qu'on revascularise? On revascularise l'artère mésentérique supérieure. On revascularise pas le TC sauf dans des indications très limitées que je détaillerai pas ici. Et l'artère mésentérique inférieure, on ne la revascularise jamais dans le cadre de l'urgence. Donc c'est assez simple pour les ischémies occlusives artérielles, on revascularise l'AMS. Alors après, le choix de la technique, je vais vous parler des techniques de revascularisation, puisque je suis chirurgien vasculaire. Elle dépend de plusieurs facteurs. En premier, de la morphologie des lésions et de l'étiologie. On va voir qu'il n'y a pas mille étiologies, c'est athérothrombose ou embolie. S'il s'agit d'une forme précoce ou tardive, et j'entends par là, est-ce qu'il y a de la nécrose intestinale ou pas? De l'âge des comorbidités du patient avec ses antécédents de chirurgie abdominale ou vasculaire. Et puis, c'est une indication qu'on va discuter de façon collégiale avant. Et surtout, pour ce qui concerne les vaisseaux, on discute entre radiologues et chirurgiens. On privilégie, à chaque fois que possible, on privilégie les techniques endovasculaires. Alors, quand est-ce qu'il faut faire une laparotomie? J'ai envie de dire, premier message, c'est jamais une erreur de faire une laparotomie dans l'ischémie mésentérique. Néanmoins, comme ce programme est coordonné par des médecins, ils voient la laparotomie comme un crime parfois, et donc ils ont réfléchi à dans quel cas on peut éviter de faire une laparotomie. Donc là, on est déjà un peu dans le luxe de la prise en charge. Sur une grande série rétrospective, on a identifié 3 marqueurs de nécrose intestinale, et ça marche assez bien. On est en train de valider ce score en prospectif, mais c'est un score qui marche assez bien et qui est assez simple. C'est assez simple de s'en servir dans la pratique clinique. Si le malade a une défaillance, il faut lui faire une laparotomie. Si le malade a un lactate isolé à 2, on peut peut-être temporiser. En revanche, s'il a un lactate supérieur à 2, qui a du grêle, qui est dilaté à plus de 25 mm, et a fortiori qu'il y a une défaillance, et à ce moment-là, vous voyez qu'avec un facteur, on est à 38% de risque de nécrose, et 2-3 facteurs, on est quasiment à 100% de nécrose. Donc, on définit, nous, les ischémies mésentériques précoces pour des malades qui n'ont aucun de ces facteurs. Et puis, dès lors qu'ils ont un de ces facteurs, hormis le lactate isolé supérieur à 2 qui peut se corriger après remplissage, etc., on définit ça comme une ischémie mésentérique tardive, où il y a une probabilité de nécrose intestinale élevée, et donc il faut faire une laparotomie pour voir s'il y a du grêle à réséquer. Les étiologies, athérothrombose ou embolie, le reste, c'est plutôt anecdotique. En tout cas, c'est anecdotique parce que nous, on ne les voit pas en tant que chirurgien vasculaire. On n'est pas appelé pour ça. C'est les ischémies de réanimation, c'est les ischémies veineuses. Tout ça, ça ne se revascularise pas. Et puis après, il y a des étiologies un peu plus rares, dissection aortique et dissection de l'AMS. Pour les athérothromboses, voici notre algorithme de revascularisation. En premier lieu, on stente les malades de façon antérograde, c'est-à-dire en percutanée, par voie fémorale ou par voie humérale.
Si on ne peut pas faire le stenting, antérograde, on fait un stenting rétrograde, c'est-à-dire qu'on fait une laparotomie, qu'on va aborder directement l'AMS et qu'on stent de façon rétrograde, j'y reviendrai. Et en dernier recours, les pontages qui se font dans notre pratique, quasiment plus. Pour stenter l'artère mésentérique supérieure, déjà, ce n'est pas un truc réservé aux radiologues, c'est-à-dire que nous, on le fait en tant que chirurgien, puisque maintenant, en chirurgie vasculaire, plus de la moitié de nos actes, ce sont des actes d'endovasculaire, percutanés. Donc, j'ai envie de dire, on maîtrise maintenant aussi bien, voire on fait des trucs beaucoup plus complexes en endovasculaire que les radiologues, ça c'est pas pour se la péter, mais c'est la vérité. On installe les malades comme ça, on leur met les bras en l'air, parce qu'on va devoir faire du profil pour stenter les mésentériques, et que c'est des procédures qui sont hyper irradiantes. Donc je vous le dis aussi pour vous, parce que ça concerne les anesthésistes, surtout lorsqu'ils sont à la tête, ils sont encore plus exposés. Donc protégez-vous des rayons. Le stenting, eh bien, ça se prête bien à des lésions donc athérothrombotiques qui sont dans la plupart du temps des lésions qui sont ostiales ou post-ostiales. Et on fait ça maintenant dans la très grande majorité des cas, en tout cas si on peut, dans des salles hybrides. Donc c'est des salles qui se trouvent dans des services de chirurgie vasculaire, pas seulement. C'est une salle au sein du bloc opératoire où on dispose d'un appareil d'imagerie, de radiologie interventionnelle. Voilà. Alors quand on ne peut pas, on fait ça avec des amplis mobiles, mais là, on voit beaucoup moins bien et on se prend beaucoup plus de rayons. On dit souvent, l'endovasculaire, effectivement, c'est moins morbide, les patients s'en remettent beaucoup mieux, etc., c'est sûr. Mais attention, qui dit endovasculaire dit aussi... ça n'exclut pas qu'il peut y avoir des complications graves. Donc notamment, on peut perforer des collatérales de l'artère mésentérique supérieure avec le guide. Moi, ça m'est déjà arrivé avec un gros hématome du mésentère et une malade en choc hémorragique. On peut créer des dissections ou des embolies. Donc ça occlut l'artère mésentérique en aval et à ce moment-là, on doit convertir le malade. Et là, c'était juste une diapo pour vous montrer que même lorsque l'artère est complètement occluse, vous voyez, là, c'est le moignon artériel en artérographie, on ne voit même pas de reprise, on peut faire des traitements endovasculaires qu'on appelle des recanalisations, c'est-à-dire qu'on va retrouver un petit chenal au sein de l'artère, et puis ensuite on va compléter, vous voyez là, une occlusion complète qu'on est venu traiter avec un stent. Et nous faisons ça, les chirurgiens, il y a même des chirurgiens vasculaires qui ne font plus que ça, qui ne touchent plus un bistouri. On met des stents couverts, ça peu importe. Les complications, j'en ai parlé, il y en a quand même beaucoup, et quand ça arrive, c'est franchement très compliqué à rattraper. Ça, c'est de l'embolie, ça, c'est de la perforation, ça, c'est l'hématome du mésentère dont je parlais. Les patients, quand on les stent, on leur met des antiagrégants, 1 ou 2, et dans la période, lorsqu'ils ont fait un infarctus, on met en plus de l'héparine. On a des bons résultats en termes de perméabilité primaire assistée. Primaire assistée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les stents restent perméables au prix d'un nombre fréquent de réinterventions. C'est-à-dire qu'il y a quasiment un patient sur 5 à 2 ans qui va avoir besoin d'une réintervention. Ces réinterventions, elles sont dans la très grande majorité des cas endovasculaires. Alors, quand on n'arrive pas à faire ce stenting antérograde ou lorsque le malade a de la nécrose intestinale qu'il faut lui faire une laparotomie, eh bien, on fait des stentings rétrogrades, c'est-à-dire qu'on aborde l'artère mésentérique supérieure par voie antérieure dans la racine du mésentère. On la dissèque, on met toutes les petites collatérales iléales et jéjunales coliques sur lac, double loupe pour le clampage. Et ça nous permet de faire une endartérectomie lorsqu'on a besoin de faire une endartérectomie. Là, vous voyez ici une lésion athéromateuse qui est occlusive. On en fait l'endartérectomie. Ensuite, on suture un patch de veine pour élargir le calibre de l'artère. Et puis, on va ponctionner ce patch et de façon rétrograde, c'est-à-dire dans le sens inverse du flux artériel, on va aller travailler la lésion et cathétériser l'aorte pour ensuite placer un stent dans la partie proximale. Ça, c'est une technique un peu à la mode, un peu sexy. En tout cas, qui est beaucoup plus rapide qu'un pontage et qui donne les mêmes résultats en termes de perméabilité à 1 an. Ça nous permet de traiter des lésions qui sont assez complexes. Vous voyez ici, c'est une artère mésentérique qui peut faire peur. Alors, il y en a plein qui diraient cette artère n'est pas revascularisable.
En fait, il y a très peu d'artères qui sont pas revascularisables. C'est juste qu'il y a des procédures qui sont complexes. C'est des procédures qui, dans certains centres, ne sont réalisées qu'une fois, 2 fois par an, donc ça fait peur. Mais dans la très grande majorité des cas, on peut récupérer ces artères, donc en faisant des longues endartérectomies et puis en allant placer des stents de façon rétrograde. Vous voyez même ici dans ce qu'on appelle des coral reef syndrome, c'est-à-dire qu'il y a une occlusion, un gros bourgeon athéromateux qui occlue l'aorte cœliaque ou l'aorte surrénale, avec une extension de la lésion à l'ostium de l'artère mésentérique supérieure, une petite thrombose sous-jacente. Et bien ce malade, on était allé lui aborder l'AMS, on avait fait une petite thrombectomie, on avait placé un stent. Bon, c'est pas le résultat le plus cosmétique qu'on ait, mais ça fonctionne. Il y a aussi beaucoup de complications, et ça je passerai très vite, mais beaucoup de complications sur ces stentings. On n'a pas du tout l'expérience ou... en tout cas, c'est une artère qu'on ne voit pas bien en angiographie, et c'est ce qui est la cause de beaucoup d'échecs techniques, ou en tout cas... ouais, c'est vraiment pas une procédure simple et on a des résultats qui ne sont pas toujours optimaux. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on les scanne quasiment à la sortie du bloc ou en tout cas le jour même pour vérifier la perméabilité, le placement du stent parce que même en angiographie, on ne contrôle pas bien ce qu'on fait. Donc même dans ces procédures, vous voyez, on a 30% de réintervention, ce qui est énorme. Un patient sur 3, on le reprend, quoi. Ça peut être parce que, vous voyez, là, il y a une plicature en fait en sortie de stent. C'est des stents qui sont un peu rigides. L'artère est plicaturée. On va devoir remettre un autre stent ici pour adoucir la courbure et la morphologie de la revascularisation. Alors, les pontages, on n'en fait quasiment plus, mais on en fait toujours encore. Et c'est du coup, maintenant, on n'en fait que pour des cas très complexes. Soit parce que le patient a déjà un stent, ce stent s'est thrombosé. Soit parce que le patient a déjà un pontage et ce pontage s'est thrombosé, soit parce qu'on a essayé de faire un stenting antérograde ou rétrograde, mais qu'on n'y est pas parvenu, parce que parfois on n'arrive pas à franchir les lésions. Et dans ces cas-là, on fait des pontages, soit en prothèse, des petits pontages rétrogrades, alors quand le malade est en ischémie intestinale, on ne fait pas de clampage supracéliaque, ça c'est mortel. Donc on fait des pontages à partir d'un axe iliaque, ou de l'aorte sous-rénale. Donc, c'est-à-dire que ça fait des pontages qui sont rétrogrades, dans le sens où le flux va aller vers le haut, puis va retomber dans l'AMS. On se sert soit de matériel prothétique, soit de greffons veineux saphènes, comme ici. Ça, c'est un cas de pontage rétrograde. C'est le pontage classique qu'on fait, soit à partir de l'iliaque, souvent c'est l'iliaque droite, ou de l'aorte sous-rénale. Et à ce moment-là, on tunnelise donc, dans le rétropéritoine, sur le bord gauche de l'aorte. C'est un pontage qu'on fait passer en arrière de la veine rénale gauche et qu'on refait tomber ici dans le mésentère. Donc il y a une tunnelisation qui est dans un plan sagittal. Il y a aussi des complications. Pontage, ça c'est, je pense, c'est un de mes premiers pontages orthomésentériques. Résultat à 3 ans, fistule duodénale, décès. Les pontages, ça se sténose, ça se thrombose, ça s'infecte. Il y a des complications pariétales. Donc pour toutes ces raisons, bien sûr que lorsqu'on peut le faire, on fait des traitements endovasculaires. Mais finalement, les techniques chirurgicales ouvertes et endovasculaires ne s'opposent pas. En fait, c'est des techniques qui sont complémentaires. Ce pas les mêmes indications. Quand il s'agit d'un processus embolique, Salma, tu m'arrêtes si c'est trop tard, donc c'est-à-dire le plus souvent des patients qui sont âgés, qui sont en ACFA et qui envoient un embole dans l'AMS, et on devrait le décrire dans nos cours de cardiologie sur l'ACFA que l'ischémie mésentérique est une complication pas si rare, mais en tout cas gravissime de l'ACFA ou de tout trouble du rythme. Et bien souvent, l'embole va se loger dans une partie un peu plus distale de l'AMS. Ça ne veut pas dire que ça fait des ischémies plus segmentaires ou moins graves, mais en tout cas, on ne va pas les traiter de la même façon, pas avec les mêmes techniques. Et voilà, donc quand il n'y a, pour nous, pas de nécrose intestinale, en tout cas un score prédictif assez faible, et donc c'est une forme précoce, on va privilégier les techniques endovasculaires encore une fois. Il y a 2 techniques, la fibrinolyse in situ, qui n'est pas la fibrinolyse généralisée ou systémique de l'AVC, mais c'est une fibrinolyse localisée dans l'artère mésentérique supérieure, ou alors la thromboaspiration. Donc la fibrinolyse, c'est quelque chose qu'on fait assez souvent, c'est un peu plus l'apanage des radiologues,
déjà parce que les formes précoces sont dirigées sur Beaujon, et puis bon, il faut quand même bien leur laisser des gestes. Donc, on va cathétériser l'artère mésentérique supérieure. On y laisse un cathéter qui est une sonde multiperforée, comme un tuyau d'arrosage, et par lequel on va délivrer un produit fibrinolytique, urokinase ou de lactylise, pendant au moins 24 heures, avec un contrôle systématique scanner et artériographique. Il y a beaucoup de contre-indications et il y a beaucoup de complications hémorragiques, donc attention. Lorsqu'il y a des thrombus qui ne sont pas trop étendus, on peut les aspirer, soit de façon manuelle, soit avec des systèmes dédiés, et ça permet de traiter assez rapidement voilà, des patients qui arrivent de façon précoce avec des petits thrombus. Lorsque on ne peut pas réaliser ces techniques parce qu'elles ne sont pas disponibles dans tous les centres, eh ben on fait la technique la plus classique, qui est la thrombectomie chirurgicale, qui consiste là aussi à faire une laparotomie, à aborder l'AMS et à faire une incision, une artériotomie. Vous voyez qu'on récupère du thrombus frais, et là on fait une thrombectomie avec la sonde de Fogarty. Ensuite on suture un patch et ça donne ce genre de résultat. Pour le post-opératoire, on les scanne quasi systématiquement. On les scanne maintenant systématiquement pour réévaluer le grêle. On ne fait pas de deuxième look chirurgical. Ouais, ok. Et principe de la résection intestinale, en 2 mots, on fait des stomies, on ne laisse pas de moignon agrafé dans le ventre, on décide de l'extension de la résection avec les réanimateurs, les gastro-entérologues qui vont s'en occuper en aval. Et je m'arrête là. Voilà, ça c'est l'avenir. Merci. On va demander aux orateurs de venir pour quelques questions. On a un petit peu de temps encore. Alors, est-ce que vous avez des questions pour l'un de nos orateurs ? Oui ? Il y a un micro. Bonjour, je suis Christian, je suis anesthésiste réanimateur à Bichat. Bonjour Yanis. Je voulais savoir un peu, on a été sur les dosages des marqueurs dont vous aviez parlé, parce que c'est vrai que nous on a eu 1 ou 2 cas en réanimation cardiaque où on se posait des questions, mais le binding protein ou je sais plus. Alors, chez nous, je crois pas que ça soit disponible. C'est pas encore disponible. C'est une technique qui est en train de se développer progressivement dans les laboratoires et sous couvert de la littérature qui est plutôt favorable. Mais en pratique, pour l'instant, c'est très expérimental et il n'y a pas encore de dosage systématique, même si on aimerait bien pouvoir l'avoir. Et la citrulline non plus, il n'y a pas de... En systématique, ouais, non, ça c'est théoriquement un peu plus accessible, mais la littérature, c'est pas très favorable pour le diagnostic, en tout cas. Okay. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Oui. C'est juste une question plutôt chirurgicale, digestive. Est-ce que, je ne sais pas si tout le monde fait ça, les histoires de second look systématiques dans ces cadres-là ou pas forcément? Je sais qu'il y a des choses qui se font un peu différentes en fonction des centres et des indications. Alors c'est une question intéressante, j'ai vu que tu t'étais passé très rapidement, tu avais marqué que le second look n'était pas systématique. Pour nous, chirurgiens digestifs, ça le reste quand on n'a pas des experts sur place. C'est-à-dire que ce qu'on conseille dans la plupart des centres hospitaliers où on prend en charge les ischémies mésentériques, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir survie à proximité, ce qu'on conseille aux collègues, c'est de faire la résection après revascularisation, ça paraît logique. Ce qui a été assez surprenant, c'est que on a encore des collègues qui pensent qu'il faut réséquer l'intestin puis déboucher éventuellement après. C'est l'inverse qu'il faut faire, on est d'accord. C'est une pathologie comme une ischémie de membre. Il faut revasculariser et vous opérez pas systématiquement. Nous, on continue à opérer, voir s'il y a des segments à réséquer parce qu'on n'a pas votre expertise. Ensuite, après résection, ce qu'on conseille pour forcer les gens à revenir, c'est de laisser les segments intestinaux fermés dans l'abdomen et revenir faire un second look. C'est un peu old-fashion, mais je pense qu'il faut garder des principes simples dans les centres qui ne disposent pas de l'expertise d'Île-de-France avec le réseau Survie. Donc, chirurgie systématique pour nous encore après revascularisation, qu'elle soit par radio interventionnelle
et chez nous, souvent encore chirurgicale. Résection, on laisse les segments dans le ventre et on réopère. Et 48 à 72 heures après, on peut éventuellement monter en stomie, sauf s'il y a eu d'autres résections. Évidemment pas d'anastomose. On a certains collègues qui sont amusés à le faire, et ça se finit toujours très très mal. Donc je ne sais pas ce qu'en pense Yanis. Vous êtes très en avance évidemment sur ce type de procédure. Nous, on essaie de donner une façon de faire qui soit, on va dire, adaptée à l'ensemble des centres hospitaliers français d'outre-mer. Ouais, nous, de plus en plus, on le fait pas de façon systématique, voire on le fait dans une minorité de cas. En revanche, on fait des deuxièmes looks radiologiques systématiques, on les scanne très vite, très précocement, puis on fait des scans répétés le jour même, le lendemain. Et puis, quand les malades sont pris en charge à Beaujon, en fait, l'idéal, c'est qu'il y ait un deuxième look endoscopique, ce qu'ils font des endoscopies par l'astomie. Ça c'est l'idéal, on va dire, mais c'est difficile d'obtenir ça partout. Mais c'est vrai que quand les malades sont pris en charge à Beaujon, le lendemain, ils mettent un endoscope dans la stomie en présence du chirurgien. C'est vraiment c'est l'idéal parce qu'on voit la muqueuse intestinale et donc on peut mettre en évidence des ischémies persistantes qu'on pourrait, qu'on pourrait ne pas mettre en évidence en chirurgie. Merci. Est-ce qu'on a le... Oui. Juste faire un commentaire pour vous remercier d'avoir si bien clarifié cette situation qui était quand même qui reste toujours un très gros problème en réanimation. C'était vraiment super d'avoir votre triple coopération. J'ai trouvé que ça apportait beaucoup. C'est vrai que ça reste toujours une situation extrêmement anxiogène pour les réanimateurs, la suspicion d'une ischémie digestive, et vous avez super bien clarifié les choses et proposé des approches pragmatiques qui nous seront très utiles. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois, en effet, pour ces très beaux topos, et on va devoir clôturer la session. Merci beaucoup et